Alors bien entendu, on a mis l'accent particulièrement sur les questions de justice ce matin à travers l'intervention de haut niveau d'ailleurs du premier magistrat de notre royaume, à travers aussi les propos que Joël Milquet a pu tenir, qui, bien qu'ils évoquaient aussi les autres aspects régaliens, ont aussi mis un focus plus particulier sur la justice. J'en parlerai, mais je n'oublie pas que nous avons voulu aujourd'hui débattre d'autres sujets qui nous tiennent aussi à cœur, ceux relatifs à la politique de sécurité, la police singulièrement. On a peu parlé de la sécurité civile, des zones d'incendie, mais ce sont aussi des enjeux qui sont au cœur de nos préoccupations, les questions d'asile, de migration, bien entendu, les questions de relations internationales et de diplomatie. Ce sont en fait des questions qui, de prime abord, peuvent apparaître très intellectualisantes, très technocratiques. Quand on parle de réforme de la justice, quand on parle de politique des relations extérieures, on a parfois le sentiment à tort que ce sont des enjeux réservés à une partie seulement de la population. En négligeant, et probablement que le politique a une responsabilité coupable en la matière, l'impact majeur que l'ensemble de ces secteurs peut avoir sur le quotidien de tout un chacun. Il est évident, il est essentiel que nous soyons impliqués, et le CDH, vous le savez, a des propositions puissantes en la matière pour répondre aux interpellations et aux attentes en matière de changement climatique, en matière de pouvoir d'achat, en matière de développement économique, d'accroissement de notre compétitivité et d'accroissement surtout de la finalité humaine, celui du bonheur de chacun. Mais nous ne devons pas négliger pour autant, et c'est le sens du forum organisé ce matin, petit forum sur des grands enjeux, nous ne devons pas négliger ces thématiques régaliennes qui pourraient apparaître déconnectées alors qu'elles sont intimement liées au quotidien de chacun. Je ne vais pas vous en faire la longue démonstration en évoquant la mésaventure que pourrait vivre un ménage modeste qui n'a pas nécessairement les ressources pour pouvoir défendre ses droits, pour pouvoir, le cas échéant, mener à bien une procédure de séparation qui est déjà douloureuse et qui nécessite parfois des grands renforts de frais d'avocat. On ne va pas parler de cette dame âgée qui est dépitée d'avoir appelé la police confrontée à une situation insécurisante et que celle-ci ait mis 2 heures à arriver bien au-delà de la survenance du fait. On ne va pas non plus faire la démonstration en évoquant la situation de ces personnes qui ont attendu inlassablement sur un bateau qu'un pays se décide à les laisser accoster. On ne va pas non plus parler aujourd'hui de ces femmes dont nous n'avons pas toujours le courage de prendre la défense quand leurs droits sont déniés, y compris par leur gouvernement. Pourtant, derrière les institutions de justice, de police, de défense, affaires étrangères, d'asile, d'immigration, ce sont elles, ce sont eux, ces hommes et ces femmes qui étaient au centre de tous les débats qui se sont tenus ce matin. Justice, sécurité, défense, affaires étrangères, asile, immigration, ce sont, vous en êtes convaincus, nous le sommes en tout cas, des missions essentielles de l'État. Elles ont comme objet ce besoin fondamental de chaque être humain de se sentir et d'être effectivement en sécurité, de se sentir et d'être effectivement respecté. Et ces fonctions dites régaliennes, ce qui sonne un peu ancien régime, sont en réalité plus actuelles que jamais pour l'épanouissement personnel de chacun et pour la prospérité collective. Osais-je rappeler que dans la philosophie dite libérale, ces missions, c'est le minimum de base pour qu'il y ait un État digne de ce nom. Comment donc expliquer que le gouvernement fédéral, pourtant bien ancré à droite, sorte de scène avec un aussi piètre bilan en la matière? L'explication, en réalité, on la connaît. Le Premier ministre lui-même l'a reconnu cette semaine, mais un peu tard. Son secrétaire d'État en charge de l'asile, s'il l'était toujours, aurait sans doute dû démissionner pour sa mauvaise gestion des visas humanitaires, un élément probablement parmi d'autres. Ce qui témoigne d'un rapport
très particulier à la chose publique, tout le paradoxe d'ailleurs d'une formation, la NVA, qui aime l'autorité, mais manifestement pas la Belgique. Au fil de l'histoire, la manière de rendre justice, de promouvoir la paix, les valeurs internationales et les échanges commerciaux, la manière de gérer les frontières, tout cela a fort heureusement évolué. Des murs sont tombés il y a bientôt 30 ans à Berlin, la peine de mort a été abolie, les services de police ont été réformés, des institutions internationales se sont créées, au premier rang desquelles l'Union européenne, pour faire avancer la paix et le développement. Interdire la justice privée, se faire justice à soi-même, humaniser les peines, faire progresser les droits humains. C'est une œuvre patiente de civilisation. Et elle doit se poursuivre et inventer de nouvelles formes, de nouvelles méthodes. Donc, réformer, oui, 3 fois oui. Abdiquer pour les missions essentielles des pouvoirs publics, non, 3 fois non. Or, regardons les choses telles qu'elles se vivent sur le terrain, par les citoyens et par le personnel des services de police, de l'armée, les magistrats ou les diplomates. Les cadres de la magistrature ne sont tout simplement pas remplis. 64% de magistrats en fonction au tribunal de première instance de Nivelles, 80% au parquet de Bruxelles. Le contraignant, fin de cette année, le chevalier Jean Cotte nous l'a rappelé tout à l'heure, a abdiqué sa mission de poursuivre des centaines d'infractions. Mais quel signal! L'impunité, c'est la fin de l'état de droit. Une anecdote que je partage avec vous qui est tristement exemplative. Lorsque j'étais ministre des Travaux publics et de la sécurité routière en Wallonie, j'avais annoncé vouloir doubler le nombre de radars sur notre réseau routier. Pas pour renflouer les caisses de la région, puisque le bénéfice est au fédéral, réellement dans une optique de restreindre les comportements problématiques des usagers de la route. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai eu le plaisir d'accueillir dans mon bureau la totalité des procureurs du roi de Wallonie, qui sont tous venus me dire, Monsieur le ministre, ne faites pas ça, ça ne sert à rien. Vous allez accroître encore davantage le sentiment d'impunité parce que déjà aujourd'hui, dans certains parquets, 60% des PV ne sont même pas regardés. Comment peut-on de la sorte responsabiliser et faire œuvre collective? Le parquet de Namur, et croyez bien que j'y suis sensible comme aux autres, a récemment reconnu que, faute de moyens, il ne poursuivait plus les infractions de non-paiement de pensions alimentaires. Est-ce que pour un parti comme le nôtre, cette situation est acceptable et audible? À Wavre, ce sont les pompiers qui appellent au secours pour renforcer leurs effectifs et pour éviter surtout des situations inadmissibles avec des délais d'intervention qui s'allongent, des incendies banals qui ont dégénéré, un officier qui se retrouve seul à éteindre l'incendie avec de simples extincteurs. Et pour l'anecdote, puisqu'on met souvent en exergue l'état lamentable dans lequel se trouvent les palais de justice, et à raison, nous avons dû à Namur investir il y a peu pour créer une nouvelle caserne d'incendie, puisque la caserne des pompiers n'était même plus aux normes incendie. Quant à l'Europe, elle a reculé sur le front des valeurs et de la dignité humaine, car ses États membres se sont divisés face à l'urgence d'apporter une réponse humaine et cohérente en matière d'asile et de migration. Elle est trop faible aussi, cette Europe-là, face aux bouleversements que nous connaissons à l'Est, au Sud et même sur l'axe transatlantique, où nous devrions davantage parler d'une seule voix pour peser et être entendus. Ce discours, celui que je suis en train de vous livrer, ce n'est pas le discours d'une opposition qui, forcément, par principe, s'oppose au gouvernement. C'est le constat inquiet des démocrates que nous sommes, qui ne peuvent accepter une telle régression des garanties de justice et de sécurité apportées aux citoyens. Et plus encore,
C'est l'appel des citoyens humanistes à une action forte pour inverser cette tendance et pour faire progresser à nouveau les droits humains les plus fondamentaux. Pour la prochaine législature, nous prenons donc des engagements très concrets. Premièrement, sur le plan budgétaire, assurer le fonctionnement simplement, mais c'est presque devenu audacieux, simplement normal, des institutions, des services, des cours et tribunaux, des postes diplomatiques, des lieux carcéraux, ce qui requiert une augmentation des moyens financiers incontestables, prioritairement dévolus aussi aux moyens humains et informatiques. La proposition faite, c'est que la justice puisse être réformée, mais surtout refinancée à hauteur d'1,5 milliard d'euros au minimum, hors bâtiment, pour la législature à venir, pour avoir enfin aussi un niveau d'équipement correct et les engagements qui font défaut dans le milieu de la justice, qui est pourtant l'un des premiers services au public, aux citoyens. Sur le plan fonctionnel, nous devons poursuivre le travail pour alléger les charges administratives des policiers, entendre aussi combien la charge psychosociale de leur travail pèse. Aujourd'hui, l'uniforme est de moins en moins respecté. Il est parfois aussi l'objet de plus en plus d'actes de violence physique ou verbale. Nous devons aussi simplifier les procédures. On a parfois le sentiment qu'on exhorte chacun et chacune à chaque fois à faire l'objet de simplification administrative et pourtant on ne la met jamais aussi peu ou aussi mal en place. Et nous devons aussi accroître les capacités opérationnelles de nos forces armées. Le recours accru à la médiation. Le CDH propose qu'il y ait pour chaque litige qui implique et qui concerne aussi des enfants, 5 séances gratuites de médiation en matière familiale, mais pas exclusivement, et la vulgarisation aussi du vocabulaire juridique, le traitement informatisé des procédures doivent être des chantiers importants. Et nous l'avons dit, ce matin, je l'ai déclaré aussi par voie de presse, l'augmentation des plafonds prodéo et juridiques pour qu'il y ait davantage de personnes qui puissent avoir un accès réel à la justice, alors même que ces dernières années, on en a augmenté les frais, on a imposé la TVA aussi sur les honoraires d'avocats, ce qui n'est pas effectivement déductible pour les particuliers, et indexé toute une série de coûts. Au-delà du plan fonctionnel et budgétaire, sur le plan politique aussi, au sens premier du terme, c'est-à-dire poser des choix dans l'intérêt de la société, nous souhaitons reprendre ces missions en main. Le recul de la puissance publique augmente les inégalités et le nombre des exclus. Investir dans les missions régaliennes, c'est un choix social, un choix d'équité, un choix d'humanité. Mais je veux être plus concret encore. Pour la sécurité civile, il va falloir revenir sur les réformes, c'est très clair. Si remettre sur le métier le fonctionnement du 112, pour qu'à tout moment quelqu'un décroche quand la sonnette sonne, la politique d'équipement des zones de secours, la coordination des plans de sécurité, la formation et la reconnaissance du personnel sont des chantiers que nous allons devoir reprendre et que l'on assume enfin, plutôt que par facilité générer un report de charges sur le dos des communes, qu'on assume enfin du côté fédéral le coût réel de cette réforme des zones de secours, bien mieux que nous n'avons pas assumé celle des réformes des zones de police. Nous reprendrons aussi le chemin emprunté par Joël Milquet sous la précédente législature, poursuivre le recrutement minimal de 1400 policiers temps plein par an, reconstruire une police fédérale forte, capable de lutter contre toutes les criminalités et améliorer le processus de recrutement et la formation au profit de la police intégrée. On a un gouvernement qui s'est gaussé d'une série d'actions, qui a prétendu, dans la parole, vouloir faire de la sécurité une priorité, à l'heure où les questions terroristes n'ont jamais autant occupé l'agenda politique. Un ministre de l'Intérieur et de la Sécurité NVA
Et pourtant, des paroles aux actes, il y a un fossé. Nous avons aujourd'hui, et ce n'est pas le CDH qui l'invente, c'est la Cour des comptes qui le dit, près de 16% d'écart entre le cadre du personnel des forces de police et les effectifs réels. Au sortir de l'action de Joël Miliquet, c'était 4,5%. Nous avons donc, sous cette législature, de manière coupable, quadruplé l'écart et donc les sous-effectifs policiers, même en valeur absolue. Il y a aujourd'hui, en 2018, moins d'agents des forces de police sur le terrain qu'il n'y en avait il y a 5 ans quand nous sortions de charge. Et ça, avec un ministre NVA et un gouvernement qui prétend que la sécurité est une priorité. Nous avons aussi souvent sur les plateaux de télévision tendance à entendre les uns et les autres plaider pour une action plus vigoureuse en matière de lutte contre la fraude fiscale. Des milliards seraient à récupérer. Quel acte ce gouvernement a-t-il posé? Il a simplement supprimé l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière. C'est un non-sens. À l'heure où on a un accroissement de la criminalité, de la fraude, qui sert aussi à nourrir les actes terroristes, comment pouvait-on agir plus mal qu'à travers cette prise de décision? Radicalisme, terrorisme, cybercriminalité, criminalité financière et informatique, les manques sont criants. Il y a du pain sur la planche. En Belgique, on estime à 1,3 milliard d'euros le coût annuel lié aux cyberattaques, à l'espionnage auprès de nos entreprises. C'est près d'1% de notre PIB. Il est donc temps qu'il y ait un réveil et un sursaut. Nous demandons aussi que les victimes de violences sexuelles soient davantage prises en considération à travers une prise en charge multidisciplinaire, une indemnisation accélérée, des violences numériques qui soient aussi reconnues, de même que le crime spécifique de féminicide. Je veux que nous osions enfin, et Joël l'a évoqué, un débat approfondi sur l'échelle de la nature des peines. Notre politique carcérale est aujourd'hui indigne et inefficace, avec un taux de récidive extrêmement élevé et qui génère des effets pervers aussi au sein de ces murs de radicalisation. Nous sommes nombreux souvent à entendre des gens exprimer que finalement on ressort de prison parfois pire que quand on y est entré. Si ça peut paraître être du bon sens populaire, on doit dramatiquement reconnaître que c'est aussi un phénomène qui se confirme de plus en plus dans les faits. Il est donc urgent de redéfinir comment et à quelle fin on enferme les auteurs des infractions les plus graves, pour les punir, bien sûr, sanctionner ce qui doit l'être, mais aussi tracer un chemin avec ceux qui s'y engagent aussi. Chaque détenu doit avoir la possibilité réelle de s'ouvrir des perspectives. Je voudrais conclure en évoquant les réponses qui passent aussi par la relance du projet européen. Si nous voulons peser sur la marche du monde, si nous voulons que les valeurs humanistes progressent, nous devons renforcer les capacités militaires au niveau de l'Union. La manière dont les choix ont été posés pour le remplacement des F-16 de notre force aérienne sont à cet égard, c'est notre conviction, une erreur stratégique. Non pas que nous ne devions pas équiper notre force aérienne de nouveaux outils, mais probablement que stratégiquement les choix auraient dû être autres. Nous devons coordonner nos investissements militaires au niveau européen, intégrer les commandements dans un QG européen et développer un véritable corps d'armée capable d'intervenir chaque fois que la sécurité de l'Union sera engagée. Je pense évidemment à la situation créée par le retrait des forces américaines de Syrie. Nous avons des militaires bien formés et prêts à prendre de nouvelles responsabilités. Ils l'ont déjà prouvé à de nombreuses reprises, ici en Belgique ou à l'étranger. Mais là aussi, comme en matière de justice, les besoins les plus criants concernent les ressources humaines. Reconnaissons à ce gouvernement
pour ne pas être mauvais joueur, le fait d'avoir pris des décisions qui étaient attendues de longue date en matière d'équipement et d'outils au service de nos forces armées. Mais il est temps qu'on infléchisse plus fortement la courbe des recrutements et qu'on tienne mieux en compte la pyramide des âges au sein de notre force armée. Que l'on ait une attention particulière aussi pour la pénibilité du métier et la gestion des fins de carrière. Et puis surtout que cela reste stimulant. Discuter avec des militaires, ils vous diront qu'ils ont choisi cette vocation pour servir, pour pouvoir être prêts, parés, adéquatement formés sur les zones de combat, intramuros ou extramuros, davantage que pour aller tuer des chenilles processionnaires. Le bouleversement des équilibres mondiaux commande aussi une autre approche de nos relations extérieures, dans un cadre multilatéral. Asie, Russie, Afrique, Amérique, et n'oublions pas la Chine. Les centres de décision, les axes structurants changent et nous risquons d'en être absents, de comprendre trop tard en Europe que nous ne sommes, hélas, depuis assez longtemps, plus du tout au milieu du jeu. Nous devons poursuivre les efforts pour unifier et mutualiser les moyens, en particulier les données à l'heure des big data, notamment pour être efficace dans la lutte contre le terrorisme. Le rétablissement des contrôles aux frontières n'a pas empêché les attentats de Bruxelles, mais le partage de l'information a permis en revanche de désamorcer de très nombreuses tentatives. C'est par un surcroît d'Europe que passe aussi une réponse humaine aux migrations, en agissant sur 4 leviers indissociables. La coopération internationale, la prise en charge aux frontières et, si possible, directement dans les pays d'origine ou de transit, la répartition équitable des efforts en matière d'accueil des réfugiés, et il est évident que nous devons assumer avec conviction et générosité notre part, et la création de voies légales et donc maîtrisées d'immigration économique. Le citoyen a besoin de confiance. Il a besoin d'avoir cette assurance contre l'injustice, contre la violence, contre les conséquences dommageables de la modification des équilibres mondiaux, contre tout ce qui lui laisse l'impression d'être livré à lui-même, face à des changements qu'il ne maîtrise pas. Lui garantir la justice, la sécurité et la capacité de peser collectivement sur la scène internationale, c'est la base pour pouvoir entreprendre un monde plus humain, pour avoir l'audace d'imaginer des réponses fortes à tous les autres défis actuels. Si nous voulons éviter demain des réponses excessivement sécuritaires, voire liberticides, c'est maintenant qu'il faut agir et prendre des mesures avec courage, avec audace et avec détermination. Merci aux parlementaires et à leurs collaborateurs qui, tout au long de la législature écoulée, ont fait, malgré tout, bouger certaines lignes depuis les bancs de l'opposition. Leur capacité d'action nous met en position de prendre demain de nouvelles responsabilités et de poser des actes, comme nous l'avons fait avant 2014, des actes concrets que nous sommes disposés à reposer dès le mois de mai 2019. Je vous remercie.